Le rendez-vous des entrepreneurs, tous les lundis à midi et en rediffusion les samedis à 8h sur Radio Arverne. Bonjour à tous, dans ce rendez-vous des entrepreneurs sur Radio Arverne avec aujourd'hui, vous allez le voir, un invité passionnant et passionné, Julien Chaffard, bonjour. Bonjour Marilus. Julien, vous allez nous parler de Classic Racing School, mais avant de nous parler de l'entreprise que vous avez créée, vous allez nous expliquer votre parcours, Julien. Et écoutez, en tout cas, merci à vous de me recevoir aujourd'hui à l'antenne. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais vous raconter un petit peu cette aventure passionnante de passionnés. Donc, je m'appelle Julien Chaffard, j'ai 29 ans. Je suis originaire des Hautes-Alpes, là où j'ai grandi et pratiqué ma deuxième passion après l'automobile, qui est celle du ski. Et donc, j'ai un parcours d'entrepreneur et d'ingénieur. Donc, d'abord d'ingénieur en mécanique, où j'ai pu faire des études à l'INSA de Lyon, études que je recommande par ailleurs, où je me suis vraiment éclaté, appris beaucoup de choses, notamment dans le milieu associatif. Et par un concours de circonstances, notamment un stage en troisième année, j'ai pu réaliser mon rêve de gamin, qui était de rentrer dans le monde du sport automobile mécanique. Et depuis, voilà, j'en ai fait d'abord une passion, puis ensuite un métier. Et aujourd'hui, voilà, c'est une magnifique aventure qu'on a développée ici en Auvergne, à Clermont-Ferrand, sur le magnifique circuit de Charade. Et alors, qu'est-ce qui fait descendre des pentes alpines jusqu'au volcan d'Auvergne ? Alors, c'est le patrimoine que représente ce lieu mythique, unique du sport automobile, qui est le circuit de Charade. Son côté international aussi, parce qu'on l'oublie peut-être, mais Charade, ça fait partie vraiment de ces légendes aujourd'hui du sport automobile. Il y en a quelques-unes dans le monde, notamment avec Spa-Francorchamps, le Nürburgring, et Charade fait aujourd'hui partie de ce trio des plus beaux circuits du monde, et c'est également pour cela que je suis venu à Clermont-Ferrand après ce cursus étudiant à Lyon pour pouvoir m'installer ici, et on y est très bien, et les gens viennent de très très loin pour venir vivre ce que l'on propose, donc voilà, c'est une super aventure, on est très heureux. Qu'est-ce qui va à un moment vous faire basculer de ces études à l'INSA à créer la structure que vous avez créée ? Comment se fait la passerelle à ce moment-là ? Alors, il faut savoir que je viens pas du tout d'un milieu où en fait, on baigne dans le sport auto. Mes parents n'y connaissaient pas grand-chose. C'était une passion, je dirais, qu'ils m'ont transmis, mais plus parce qu'ils voyaient que j'avais un intérêt. C'est plus moi, ensuite, qui les ai... qui l'a nourri. qui l'a nourri, et puis qui les ai, on va dire, embarqués là-dedans. Donc, non, j'ai toujours adoré les voitures depuis que je suis petit. Et quand j'étais gamin, je voulais être pilote de course, comme beaucoup de gens qui aiment bien les voitures. On se aperçoit vraiment rapidement que c'est compliqué, à la fois économiquement et puis aussi parce qu'il y a un vrai niveau. Savoir conduire des voitures, c'est différent de savoir les piloter vite. Et en fait, je me suis retrouvé à faire des études d'ingénieur pour pouvoir être dans le milieu du sport automobile plutôt que d'être pilote. Et j'ai fait la rencontre d'un ami qui s'appelle Vincent Beltoise, qui est du coup le neveu de Jean-Pierre, ce pilote il faisait partie d'une de mes idoles quand j'étais petit et que je n'ai connu que par la littérature. Et Vincent, je lui parlais de ce projet. Écoute, voilà, est-ce que j'ai cette idée-là ? Qu'est-ce que tu en penses ? Il me dit, écoutez, ça peut être une piste, mais c'est un peu fou. Mais si jamais tu y vas, je te suivrai. Et j'ai également fait la connaissance de mon associé de l'époque. On s'est quitté en 2019, mais sans lui, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, il s'appelle Morgan Pezzo. Il était également étudiant à l'INSA avec moi, et on s'est lancé corps et âme dans ce projet alors qu'on était encore étudiant en 2016. Voilà. Mais le point déclencheur, c'est en 2015 avec un stage que j'ai fait en tant qu'ingénieur sur un parc de Formule 1 basé dans une écurie qui s'appelle AJS dans le sud de la France, où j'étais responsable de trouver les quelques pannes qu'il pouvait y avoir sur les voitures, parce que c'était des vieilles voitures de compétition, même si c'est les années 80-90. Et j'avais eu l'occasion de faire quelque chose de complètement fou à l'époque, qui était de conduire ma première voiture sur un circuit, et c'était une Formule 1, une Prost AP02 de 1999. Donc l'aventure commençait bien. L'aventure commençait. C'était complètement le début d'un rêve fou qui s'est toujours pas arrêté. Et justement, ce rêve, il va se matérialiser parce que vous ne trouviez pas, alors au-delà des stages ou au-delà de votre cursus universitaire, vous ne trouviez pas ce que vous aviez envie de réaliser, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire, moi, mon envie la plus forte, c'était de piloter des voitures de course. Et en fait, sur ce stage-là, je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité pour donner accès un petit peu à des gens comme moi qui aimeraient vraiment connaître ce que c'est que de conduire des vieilles voitures de course. Et c'est de là que c'est parti, en fait. Donc, on accueillait des personnes, je dirais, qui étaient passionnées, mais il manquait quelque chose dans cette structure dans laquelle j'ai pu faire mes armes. Et puis l'idée a très vite germé avec la rencontre d'un mentor que j'ai pu rencontrer sur place qui était client de l'écurie et qui m'a tout simplement dit écoute, quel est ton rêve aujourd'hui? Je dis mon rêve c'est d'avoir ma propre écurie de course vu que je peux pas être pilote. Puis les machins m'ont dit regardez en disant mais pourquoi est-ce que tu n'y vas pas? Pourquoi tu le fais pas? Et là, on est complètement un peu désarmé face à cette question, alors que c'est très simple. Et puis il m'a dit voilà, si jamais tu n'y vois pas de risque, on y va. Tu vas écrire tout ça et puis je vais t'aider. Et donc ça fait maintenant 8 ans que ce moment est arrivé. Et aujourd'hui, on a... Et vous avez écrit? On a écrit tout ça, on a posé ça. Alors évidemment, la vision initiale est toujours la même. Ça, c'est fabuleux. Et l'idée, c'était ça, c'était de se dire, voilà, on va créer une structure où chacun va pouvoir se mettre dans la peau des pilotes de l'époque, des années 60, qui étaient de véritables héros, et de vivre une expérience hors du temps sur des voitures légendaires et dans un lieu où le cadre et l'atmosphère sont propres à l'âge d'or de l'automobile. Là, vous êtes toujours étudiant quand vous commencez à poser ce rêve sur le papier. Oui. Et comment est-ce que ça va se dérouler? C'est un long fleuve tranquille? C'est quoi? Alors, c'est un magnifique souvenir parce qu'à l'époque, on est complètement insouciant et on ne se rend pas compte de la réalité de gérer une entreprise. On est dans la phase créative, la phase jubilatoire d'avoir plein d'idées et que tout se déroule comme sur des roulettes. Non, en fait, on a été vraiment accompagné par la structure universitaire dans laquelle on était également, vu qu'on a pu remplacer le projet de fin d'études par on va dire la création de notre propre entreprise. On était incubé donc chez Billis, qui était du coup un incubateur de start-up. Ça veut dire booster l'esprit d'entreprendre sur Lyon et Saint-Étienne. Aujourd'hui, je pense que ça a changé de nom. Et, dédié aux étudiants. Dédié aux étudiants. Voilà, on avait le statut national étudiant-entrepreneur. Et ça nous a permis de libérer du temps pour pouvoir nous consacrer à ce projet-là. Sachant que, comme je l'ai dit, on a commencé à travailler dessus en 3e année d'études d'ingénieur. Il nous restait 2 ans à faire, 4e et 5e année. Et on a développé ce projet-là en parallèle des études. Donc, non, c'était assez intense, puisqu'il fallait évidemment réussir le cursus universitaire, mais en même temps réaliser toute la phase de concrétisation et de convaincre des investisseurs, trouver les voitures, aller alors chercher justement, des clients. Qu'est-ce qui a été compliqué? Alors, on va commencer. Qu'est-ce qui a été facile? L'environnement, la famille, les soutiens? Alors, on a toujours le soutien de la famille, le soutien d'un environnement le plus proche. Après, c'est quand même à nous de le faire et de travailler. Je pense qu'on avait un point commun à l'époque avec mon associé, c'est vraiment qu'on avait peur de rien. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. On est un peu plus réaliste, un peu plus les pieds sur terre, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, avec beaucoup de respect pour ceux qui nous soutiennent également, puisque non seulement il faut avoir de l'ambition, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre, ça, je le redis. Mais ce qui a été, on va dire, compliqué, c'est que les gens croient en nous. Ça, c'est le plus dur, en fait, parce qu'on arrive, on n'a aucune expérience, on n'a pas de... C'est notre première expérience professionnelle, en fait. C'est ma première expérience en tant qu'actif dans la vie. Et lorsqu'on se lance dans un projet qui n'est ni accepté par les banques, qui n'a pas d'homologue, vu qu'on est les seuls dans le monde à faire ça aujourd'hui, donc il n'y avait pas de comparaison possible, c'était de trouver les soutiens. Et en fait, on a très rapidement eu cette idée-là qui était de se dire, mais en fait, on n'arrive pas à trouver des banques pour financer les voitures, donc on va faire comme avec les écuries de chevaux, on va proposer le projet avant même qu'il existe pour des propriétaires et des passionnés de voitures anciennes, des collectionneurs, via la presse. Et on s'est donc retrouvé avec des interviews de journalistes où on y allait un peu au culot. Voilà, on a un projet fabuleux à présenter. On va ouvrir la première école de pilotage historique au monde et on a besoin de personnes pour financer les voitures. Donc on s'est retrouvé facilement avec 1, 2 voitures et la 3e était assez compliquée à trouver. Donc on a eu un petit moment
où on s'est demandé est-ce qu'on se lance pas dans quelque chose qui est impossible parce qu'on a très peu de retours après la 3e voiture qu'on a fait fabriquer. Et après, une fois qu'on a réussi ce soutien-là, alors je remercie également ma famille qui a également contribué à compenser ce petit gap financier qu'il y avait à ce moment-là. Et depuis, on a trouvé quelqu'un à qui on a pu revendre la voiture. Et ensuite, tout le reste s'est déroulé, je dirais, comme un conte de fées. Ça a suivi. On s'est retrouvé aujourd'hui avec plus de 13 personnes propriétaires du parc de voitures qui constituent aujourd'hui notre parc donc de voitures à Jarad. Alors, on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, Julien, mais en attendant, on va marquer une pause. Qu'est-ce que vous faites écouter à nos auditeurs, Julien Chaffard? Alors moi, je suis un amoureux de la musique des années 70, 80, et puis je conseillerais toujours le groupe Dire Straits, qui est le groupe qui m'a fait rêver aussi quand j'étais gamin, et c'est le premier morceau que j'ai appris à la guitare électrique, c'était Sultans of Swing. Allez, on va rester dans le rêve, ne nous quittez pas sur l'antenne de Radio Arverne et nous nous retrouvons dans quelques minutes. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole.
right up to the microphone. He says it lasts just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Rendez-vous des entrepreneurs avec Marie-Luce Boson sur Radio Arverne. Et je reçois aujourd'hui Julien Chaffard de Classic Racing School. Merci Julien de nous avoir fait revenir dans cette mythique musique des années 70. Alors, on parlait de votre rêve d'ingénieur qui s'est concrétisé en créant cette entreprise. Mais en préparant cette émission, vous m'avez aussi évoqué cette première voiture que vous avez acquise et il y a une vraie histoire autour de ça. Oui, alors les voitures, c'est un peu fabuleux. Je vais prendre le temps vraiment d'expliquer parce que je pense que ça vaut le coup. C'est vraiment la concrétisation d'un rêve où on a quasiment rien de prêt et tout se déroule au fur et à mesure des péripéties qu'on rencontre. Donc l'idée, c'était de faire fabriquer des voitures neuves par une usine qui existe depuis 1957, qui s'appelle Crossley Car Company, à côté de Belfast en Irlande du Nord. Alors comment je les ai trouvés, eux ? C'est très simple, j'avais simplement fait un patchwork sur Internet des plus belles voitures de course des années 60, catégorie monoplace, Formule Ford, Formule 3, et j'avais contacté... au fil de l'eau, tous les constructeurs de l'époque, et la plupart n'existent plus en fait. Les deux seuls qui restent, c'était parmi les voitures qu'on avait identifiées, c'était Lotus et Crossley. Donc Lotus m'avait gentiment dit, écoutez, votre truc c'est bien mignon, vous reviendrez dans 20 ans. mais vous reviendrez plus tard parce que nous ça nous intéresse pas. Et Crossley m'avait fait un mail assez curieux qui était de dire, bonjour, votre projet est intéressant, on n'a jamais eu une demande pareille de refaire les voitures de l'époque pour une utilisation loisir hors compétition, venez nous voir. Alors, donc, juste une question. Pourquoi refaire une voiture ? Parce que ça n'existe plus ? Parce que ça ne roule pas ? Parce que c'est dans des musées ? Alors, il y a un peu ces trois arguments-là, mais il y a, première des choses, c'est la sécurité aussi. On est sur des voitures qui sont démunies de toute aide et d'assistance à la conduite. C'est des voitures très pures, des voitures de course, c'est différent des voitures de sport. On est vraiment sur la voiture de compétition qui devait être le plus légère possible et les plus performantes possibles. Les voitures qui existent depuis les années 60, elles ont vieilli avec l'âge, elles ont fait des courses, les châssis ont travaillé, les pièces ont eu de l'usure. Donc nous, pour vraiment avoir un parc aussi homogène, on a fait refabriquer les voitures, mais en conservant tout le savoir-faire d'époque, puisque les voitures sont faites vraiment à l'identique de celles qui avaient gagné le championnat d'Europe en 69. Et c'est pour ça aussi qu'on a la chance et le privilège de travailler avec l'usine d'époque qui avait conservé tous les moules, le savoir-faire, les plans, et on a du coup un vrai produit authentique. Certains de nos clients des fois nous disaient mais c'est des voitures qui ressemblent à des anciennes. Non, c'est des anciennes mais neuves. Voilà. Donc c'est vraiment le côté facilité de gestion et le côté sécurité aussi pour nos clients, parce qu'évidemment à chaque fois qu'on fait nos événements sur circuit où on invite des clients qui sont vraiment de tous les niveaux, on en parlera dans un second temps. Eh bien, des fois, il y a des gens, ils n'ont jamais fait de karting et on les met dans une voiture de course des années 60. Donc, il vaut mieux qu'elle soit bien réglée et qu'on soit sûr qu'elle soit bien entretenue. Voilà. Et donc là, vous partez à Belfast pour découvrir cette usine. Oui. Alors c'est cette entreprise. C'est une entreprise, une vraie entreprise qui travaille comme à l'époque. Tout est fait à la main. C'est fabuleux, c'est pas très grand. Ils sont 5, 6 à faire ça. C'est des vrais artisans qui ont vraiment de l'or dans les mains.
Et du coup, on allait visiter cette usine-là. Et au début, en fait, le mail que j'avais fait au directeur de l'usine, c'était un mail où j'avais un peu dit n'importe quoi, pour être honnête. C'était de dire, voilà, bonjour, je suis intéressé pour courir en historique, alors que j'ai pas du tout les moyens, hein, donc faire les championnats historiques en Formule Ford, Formule 3 à l'époque. Je recherche une voiture authentique. Donc, il m'avait trouvé une voiture authentique. Une fois qu'on arrive sur place avec mon associé, il nous montre la voiture, on tombe dingue de la voiture. On n'a aucune idée du prix. Elle est là posée sur un bidon d'essence avec les 4 roues en l'air, vous voyez, pour pas que les pneus se déforment. Et là, on lui dit, écoutez, on la prend. Et une fois qu'on lui a dit, écoutez, on la prend, là, on s'est dit, regarde, on est crédible maintenant pour pouvoir commander les 10 voitures qu'on veut commander pour l'école. Sachant que les premières étaient censées être pour nous, ce qui était complètement faux. Et là, du coup, c'est vraiment à l'anglaise. C'est des choses qu'on voit de moins en moins dans la société d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une poignée de main, où il y a un engagement moral, financier et vraiment de confiance. Donc, on se serre la main à Paul McMoran, qui est du coup le directeur de l'usine, et il nous dit, voilà, écoutez, vous venez d'acheter une voiture, on vous fait confiance, je vais vous faire les 7 autres, c'était 7 à l'époque, et je vous rappelle dans 2 mois lorsque le premier prototype est prêt. Donc nous, on revient en France, et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi ? On vient d'acheter une voiture, on n'a pas l'argent, donc on a fait un prêt étudiant pour acheter la voiture à 2, à un taux qui aujourd'hui défie toute concurrence. Et puis ensuite, une fois qu'on a payé la première voiture, l'usine nous a dit, écoutez, voilà, vous êtes sérieux, on a déjà commencé la fabrication des autres voitures. Alors là, il y a 2 attitudes, soit on stresse, puis on perd nos moyens, soit on se dit, quelle est la première opportunité réaliste qu'on pourrait avoir pour financer cette première voiture ? Là, donc, je parlais tout à l'heure de ce stage que j'avais réalisé dans l'écurie où le management avait été assez satisfait de ce que j'avais pu faire. Et j'ai simplement répondu à un mail qui m'adressait « Bonjour Julien, pour vous remercier, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin de quoi que ce soit dans vos projets à venir. » Sur quoi j'avais répondu « Est-ce que vous avez 50 000 euros parce que j'ai une voiture que vous pouvez potentiellement financer. » Et ils m'avaient vraiment accompagné sur ce... Ils avaient tenu leur parole sur cette première, ce premier coup d'aide. Hein. Donc je remercie encore le patron de l'écurie, Patrick de Brobie, qui gère aujourd'hui le circuit de Cran-Ternois, de m'avoir accompagné dans ce pari un peu fou, parce que c'était le premier à financer une voiture. Il n'y avait encore aucun plan, on ne savait pas encore comment elles allaient rouler. Et ni surtout, où, d'ailleurs. Ni où. Hein, voilà, l'idée c'était de faire quelque chose, mais on n'avait pas encore l'idée de la charade à l'époque. Et alors justement, 2017, charade, comment est-ce qu'on arrive à... Comment est-ce qu'on arrive à Charade ? Comment est-ce qu'on s'introduit ? Alors, vous nous avez bien expliqué, circuit mythique, historique, le plus beau du monde, on le sait, Cocorico. Mais comment on met la patte à Charade ? Alors en fait, j'ai tout simplement envoyé un message vous êtes fan des messages, vous, hein ? Oui, j'ai envoyé un mail au circuit, parce qu'à l'époque, j'étais encore en stage de fin d'études à Paris, je pouvais pas me rendre à Clermont-Ferrand. Je me souviens très bien, c'était à l'époque le directeur du circuit, Romain Cellier, qui m'avait répondu. J'avais tout simplement dit, voilà, on a ce projet d'installer une école de vieilles voitures, et avec le parallèle de l'histoire du circuit. Est-ce que vous avez déjà des possibilités d'hébergement des voitures sur le site ? Est-ce que vous avez des opportunités pour nous, pour qu'on puisse s'installer en tant que résident sur le site? Et à l'époque, Charade était très peu exploité, ce qui est vraiment différent d'aujourd'hui, parce que la nouvelle équipe qui a racheté donc le groupe GCK qui a racheté le circuit en 2020 a vraiment redynamisé cette piste. Mais en 2017, quand on est arrivé, à part Michelin qui faisait quelques essais et puis quelques track day et l'école de pilotage de formation des moniteurs automobiles, il n'y avait pas grand chose. Donc on a eu vraiment les portes ouvertes, et je pense qu'on arrivait à un moment qui était un petit peu une bascule. Ouais. Oui, et donc loin de nous cette envie de se positionner comme les bons Samaritains qui leur ont fait revivre le circuit, c'est pas du tout ça, mais on avait un magnifique terrain de jeu à dynamiser par le biais de notre activité, et donc on était en relation simplement avec le conseil départemental, voilà, du Puy-de-Dôme, pour pouvoir s'installer là, et ils ont été du plus bel accueil possible. On a vraiment pu faire tout ce qu'on voulait. Et 6 ans après, vous êtes toujours là, avec un beau développement, vous allez nous l'évoquer. Mais qu'est-ce qui fait que justement vous avez acquis au fil des années cette capacité à rester sur place ? Je pense que le produit est intimement lié à l'environnement. Ce qu'on a créé, c'est vraiment une immersion et une expérience authentique avec le plus de détails possible. Et le circuit de Charade y contribue énormément. Faire ça autre qu'à Charade, ça n'a pas le même charme, ça n'a pas
je dirais, ça fait pas ressortir les mêmes émotions. On a essayé, on allait sur d'autres circuits, mais on retrouve pas le même confort avec ce réceptif qu'on a pu développer sur place, avec une ambiance très à l'anglaise, très rétro, très familiale et conviviale, tout en restant sérieuse dans l'organisation. Et je pense que le circuit fait partie vraiment de notre identité. C'est votre ADN aujourd'hui. C'est notre ADN, c'est vraiment l'âge d'or de l'automobile. Mais comme le circuit en fait partie aussi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tisse vraiment des liens étroits avec le circuit de Charade et leur équipe. Et on s'entend très bien avec eux. Ils sont également d'un soutien pour nous dans nos activités, très argent lorsqu'il y a besoin de le faire. Donc ça fait partie aussi des circuits qui apprécient les clients et on écoute nos clients. Donc lorsqu'on demande qu'est-ce qu'on fait pour développer, les gens nous disent simplement ne changez rien. Aujourd'hui, le tracé est fabuleux et tant que vous pouviez y être, nous reviendrons. Alors, on a parlé de la première voiture, on a parlé de la première arrivée sur Charade et le premier client, alors, c'est arrivé comment et ça a donné quoi ? Alors ça, c'est une super question, on me l'a jamais posée encore, donc ça, je l'ai jamais raconté. On a fait une campagne de financement participatif, vous savez, le crowdfunding qu'on peut faire au début. Alors, on vendait des t-shirts, des stages à prix préférentiel, des petits goodies, et on s'est dit, pourquoi pas mettre une voiture dans le Soyons lot. fous. Et à un moment, je reçois une commande d'un monsieur qui s'appelle Jean-François Comte, directement sur la plateforme en ligne, donc j'avais pas forcément de contact. Et ce monsieur, je l'appelle, je lui dis bonjour, vous êtes la première personne à nous prendre un stage. Je serais ravi de vous inviter à l'usine, vu qu'on avait prévu à l'époque en 2017. Je crois que j'avais lancé la campagne en avril 2017. On allait visiter l'usine en mai 2017. Donc un mois plus tard, j'ai invité ce client-là, avec certains de nos investisseurs de l'époque, à venir à l'usine et je l'ai rencontré. C'était un monsieur qui était passionné par l'automobile et qui a fait toute sa carrière chez Dassault et qui a réalisé son rêve de gamin à plus de 65 ans en venant chez nous. Donc je trouvais ça vachement sympa. Et cette personne-là aujourd'hui a tout fait chez nous. C'est vraiment incroyable. Elle a acheté le premier stage. Ensuite, elle a acheté une des voitures. Parce que du coup, il a fait son stage sur une voiture qui était la sienne. Parce qu'entre le temps où il a acheté un stage de pilotage chez nous et réaliser le stage, et bien en fait il avait acheté une voiture. Donc il a fait son stage sur sa propre voiture, ce qui était fabuleux. Ensuite on a développé l'activité compétition en complément de l'école et il a fait les premières saisons avec nous, on lui louait une voiture. Ensuite il a acheté une auto qui fait aujourd'hui les championnats de France, donc il a vraiment tout fait. Cette personne-là, j'aimerais vraiment lui rendre hommage à l'antenne puisque c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous et qui a tout fait, le maximum qu'il pouvait faire pour soutenir l'aventure à titre personnel. Voilà. Et ce développement commercial, comment est-ce qu'il va progresser d'année en année alors depuis 2017 ? Alors en 2017, pour un ordre de grandeur, on a fait rouler 37 clients. En 2023, on a fait passer plus de 1500 personnes, en cumulé, depuis le début. Donc on est vraiment content du développement. On est obligé aujourd'hui de trouver des sources de développement dans une autre zone pour l'hiver, parce que notre activité est saisonnière en fait. On ne fait rouler les voitures que de fin mars à fin octobre. Et donc, on a 5 mois d'activité. C'est la neige, c'est le gel, c'est la pluie. C'est les conditions météorologiques au circuit. En fait, c'est un lieu qui est fabuleux à 900 mètres d'altitude, au milieu du parc national des volcans d'Auvergne. Et malheureusement, l'hiver, il fait froid, il y a du vent, il y a du gel. On ne peut pas exploiter les voitures sur le circuit. Donc, on va se développer l'hiver en Espagne, au nord de Barcelone. Alors, on n'a pas encore diffusé l'information publiquement, mais on y est. C'est un scoop. Oui, c'est un scoop. On peut le dire. Donc, ce sera, au nord de Barcelone, il y a un petit circuit qui est un charade en Espagne. Vous verrez, c'est un circuit qui fait plus de 4,5 km de long, qui n'a pas autant d'histoire, évidemment, que le circuit de Charade, mais la topographie y est, il y a tout ce qu'il faut. On est au chaud l'hiver pour faire ce qui nous plaît vers 20 degrés pendant qu'ici il neige. Et voilà, c'est la prochaine étape de développement commercial. Et évidemment, c'est de s'ouvrir à l'international, puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui viennent de l'étranger. Les États-Unis, l'Europe, l'Allemagne, la Suisse évidemment. On a eu des Australiens également qui sont venus. Donc on est de plus en plus visible par un travail qu'on fait sur le SEO de notre site internet et des agents qui en parlent. Et en fait, notre meilleur vecteur de développement, ce sont nos clients. Ce sont eux qui mettent des avis, ce sont eux qui en parlent. Et aujourd'hui, c'est le bouche à oreille qui fait que les gens reviennent et on arrive à développer cette activité en allant chercher en 2024 plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en objectif. Avec combien de voitures actuellement ? On en a 13. Voilà. 13
13 voitures. Et on a également un autre projet qui est en parallèle, celui de créer notre propre championnat monotype. Donc monotype, j'explique, c'est que toutes les voitures sont les mêmes en fait. Donc le potentiel qu'on a vu en développant ces voitures-là pour le loisir, on peut désormais l'appliquer pour la compétition, puisque la plupart des gens qui sont venus, je l'ai dit, il y a 1500 personnes, il y en a forcément une trentaine qui veulent vraiment faire ça plus souvent et qui nous disent, voilà, Julien, on a vécu l'expérience, les voitures sont fabuleuses à conduire, elles sont fiables, vous prenez tout en charge, tout est géré, c'est clé en main, c'est top. Est-ce que vous pouvez nous proposer une solution pour faire de la course sur ces voitures ? Alors, il ne parle pas des voitures d'époque, il parle de ces voitures-là spécifiquement développées pour nous à l'origine. Et donc là, je suis en train de travailler sur un projet qui devrait voir le jour en 2024 pour proposer, voilà, des événements sous forme de challenge plus que de stage de pilotage à nos clients avec des très belles voitures où il y a plus les problèmes de contraintes mécaniques de l'époque, quoi. Donc, voilà. Il faudra que je vous reçoive à nouveau, Julien. Ah ben en 2024, avec grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup d'être resté fidèle à l'antenne de Radio Arverne. Ne nous quittez pas, bien sûr, pour la suite de nos émissions. Et à très bientôt dans ce rendez-vous des entrepreneurs.